Aujourd'hui, nous recevons Jean-Luc Fugit, qui est député du Rhône et président du Conseil supérieur de l'énergie. Alors, député du Rhône de la 11e circonscription, pour ceux à qui ça parle, il y a Condrieu dans la circonscription du député. Et Côte-Rôtie. Donc, alors il a un petit peu tôt ce matin pour les apprécier, mais c'était à saluer. Alors, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui reçus par la Maison des Travaux Publics. Et je pense qu'il faut remercier les Travaux Publics de cet accueil. Monsieur le député, vous allez nous parler aujourd'hui de la qualité de l'air intérieur. C'est un sujet qui est au cœur de votre mobilisation, aujourd'hui en tant que député, mais également dans votre vie avant de rejoindre l'Assemblée nationale, puisque vous êtes docteur en pollution de l'air et chimiste de formation. À l'Assemblée, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez été rapporteur du volet mobilité propre de la loi d'orientation des mobilités en 2019, et donc dans ce cadre très proche de nos réflexions et un interlocuteur privilégié d'Éden. Vous êtes également l'auteur de la proposition de loi visant à réduire l'exposition de la population à la pollution de l'air, ce qui témoigne encore de votre expertise, de votre engagement envers cette problématique cruciale, je pense que vous allez le développer, et qui reste pourtant encore rarement abordée malgré la crise de 2019 que nous avons vécue. Les Français passent pourtant plus de 80% de leur temps dans des locaux et sont exposés à de multiples sources de polluants, des niveaux de concentration en CO2 souvent largement supérieurs au plafond recommandé. Des solutions peuvent être mises en place pour créer des environnements intérieurs plus sains, plus agréables à vivre, mais c'est vous qui allez les évoquer. Et peut-être faudra-t-il réfléchir à un moment ou à un autre à ce qu'il y ait un cadre législatif, notamment pour le secteur du bâtiment. Nous sommes donc ravis de vous accueillir. Je vais passer la parole à Monsieur le Président pour son introduction. Ce qui est très passionnant dans toute cette histoire, c'est la contradiction. Ah, comme nous aimons les contradictions. D'un côté, on nous enjoint d'isoler nos maisons et nous avons même je ne sais pas comment dire, et ça devient excessif. Il y a des ayatollahs d'isolation même. C'est performant global, tout ce qu'il faut, jusqu'à transformer le logement en bouteille thermos totalement hermétique. Et de l'autre côté, quand on regarde d'autres sources d'informations émanant des pouvoirs publics, il faut ouvrir les fenêtres au moins 10 minutes par jour. Et il faut évidemment ventiler parce que, comme l'a dit M. Moutot, nous avons des polluants intérieurs, quelquefois en quantité plus importante que les polluants extérieurs. Et notre rencontre d'aujourd'hui se fait suite à une conférence de presse du ministre de l'Environnement qui a calmé un tout petit peu la crainte devant les ZFE. On dit, si vous avez une qualité d'air dans la ville qui est satisfaisante, c'est pas la peine de hâter les feux, aller doucement, etc. Voilà, donc c'est très important. J'aimerais bien vous titiller sur une chose, mais peut-être que je vais attendre un peu le débat, mais c'est sur le gaz. Puisque vous savez qu'en ce moment, le gouvernement a introduit une discussion. Le gaz, est-ce qu'il faut toujours garder des chaudières à gaz? Est-ce qu'il faut les supprimer ou les remplacer? En combien de temps? Et vous avez dit cette formule qui, à mon avis, est historique, qu'il ne faut pas que les fâchés deviennent des fachos, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Mais quand même, monsieur le député, la combustion du gaz, c'est benzène, formaldéhyde, oxyde d'azote, c'est pas très bon tout ça non plus. Alors voilà, je vous donne la parole. Dites-nous ce qui va bien et ce qui va mal dans toutes ces histoires. Bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation. Alors peut-être très rapidement, et on parlera aussi du gaz, peut-être rappeler 2 ou 3 choses donc, de ce qui a été fait sur les problématiques de qualité d'air et de faire le lien entre air extérieur et air intérieur aussi. Simplement rappeler aussi que c'est vrai qu'au Parlement, on s'intéresse à la problématique de la qualité de l'air intérieur comme de l'air extérieur, bien entendu. Alors moi, je vais parler surtout de la période que je connais, c'est-à-dire la période où j'ai été parlementaire, donc depuis 2017, puisque je suis en 2e saison à l'Assemblée nationale. Donc, sur la période précédente, donc sur le mandat précédent, on a, comme beaucoup, pris conscience qu'il fallait agir sur la qualité de l'air. Moi, j'ai posé ma première question au gouvernement en juillet 2017 donc sur le sujet. Il y avait eu à l'époque, le 12 juillet 2017,
une communication du Conseil d'État qui demandait au gouvernement, qui venait juste d'arriver d'ailleurs, parce que le gouvernement de l'époque il venait d'arriver, avec l'élection du nouveau président de la République à l'époque, il faut resituer les choses dans leur contexte, qui demandait de faire plus parce que la France était montrée du doigt pour ses dépassements réguliers en matière pour certains polluants dans certaines donc, zones du territoire, et c'est toujours un petit peu le cas, même s'il y a eu quand même depuis une vingtaine d'années des améliorations globales, même si ponctuellement il y a des choses qui ne suffisent pas. Il y a des choses qui ne suffisent pas, il y a aussi des choses qui dépendent, qui sont en lien avec la météo, donc on pourra en parler avec notamment la formation de l'ozone. Et donc il y a des choses qui ont été faites. Il y a des choses qui ont été faites pour essayer de réduire les émissions, avec donc ensuite l'idée d'essayer d'arriver à avoir une réduction des concentrations, c'est-à-dire finalement la pollution moyenne que l'on respire. Et donc qu'est-ce qui a été fait au mandat donc, précédent sur la qualité de l'air extérieur, qui a un impact après sur l'air intérieur aussi, et qui a un impact sur notre santé bien entendu. L'outil principal qui a été mis en place, c'est vrai, c'est à travers la loi d'orientation des mobilités. Donc j'ai eu l'honneur d'être l'un des rapporteurs, et notamment j'ai été le rapporteur de la partie développer des mobilités plus propres et plus actives. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a notamment inscrit l'idée de mettre en place donc, des zones à faible émission mobilité. Et je tiens au terme mobilité, même si maintenant dans le jargon ou dans la communication ministérielle, y compris récente, etc., le terme mobilité disparaît souvent. Je tiens simplement j'y tiens parce que je l'avais demandé à le rajouter par voie d'amendement à l'époque, et j'avais eu d'ailleurs une excellente collaboration avec notre excellente première ministre actuelle, qui à l'époque était une excellente ministre des Transports. Je le redis 3 fois qu'elle est excellente, j'espère que ça arrivera aux oreilles de tout le monde, et, parce que je le pense vraiment. Et donc, à l'époque, donc, on améliore le texte, on travaille ensemble de manière très intelligente, je pense, et donc on met en place cet outil qu'on met à disposition des collectivités. Les collectivités nous disant, elles s'engagent d'ailleurs, avant même la loi, dès fin 2018, les collectivités s'étaient engagées, en présence de la ministre des Transports, donc Elisabeth Borne, et de moi-même, qui à l'époque, je présidais le Conseil national de l'air à l'époque, si vous vous souvenez, et on réunit les 11 agglomérations concernées en France par les dépassements réguliers de normes de qualité de l'air, etc., etc. Et il y a un engagement commun qui est signé. C'est fin 2018. Et cet engagement commun, il consiste à dire on va travailler pour essayer de mettre en place des zones donc, à faible émission, ou vous les appelez comme ça. Et après, on est allé chercher ça dans l'outil législatif. Et dans l'outil législatif de 2019, on lance l'obligation de mettre en œuvre ces ZFE d'ici 2022 à l'époque. Et ensuite, en 2021, quand arrive la loi climat-résilience, on étend le principe des ZFE à d'autres agglomérations de plus de 150 000 habitants. Mais, et je trouve que ça c'est assez pertinent, le ministre actuel de la transition écologique, en fin 2022, donc l'année dernière, après donc, changement de gouvernement, etc., il dit aussi travaille avec les uns, avec les autres, et ces agglomérations. Et c'est vrai qu'on dit, si on a une agglomération où il n'y a pas de dépassement des normes, ce n'est pas la peine d'aller s'inquiéter à mettre directement un outil qui restreint, malgré tout, les libertés de circulation. Parce que c'est quand même ça, il faut le reconnaître. Petite remarque. Je l'ai rappelé le 12 janvier dernier, en débat à l'Assemblée nationale, quand je luttais contre la proposition de loi irresponsable et scandaleuse du Rassemblement national qui consistait à vouloir supprimer purement et simplement les ZFE, la loi climat-résilience de 2021, elle n'impose pas la sortie de véhicules tels que j'ai pu le lire. Elle dit, la loi de 2021, elle dit que s'il y a des dépassements réguliers des normes de qualité de l'air qui persistent dans certaines agglomérations, malgré les ZFE mises en place dès 2019, enfin, d'où l'outil 1A, eh bien, il faudra envisager, l'État envisage de pouvoir donc être exigeant sur la sortie et des véhicules critères 5, 4 et 3 à des dates données, mais si et seulement si, il y a des gens qui ont fait des maths, savent ce que ça veut dire, si et seulement si, eh bien, il y a des dépassements des normes de qualité de l'air. Et là où on n'est pas rigoureux, où on n'est pas sérieux, c'est quand certains politiques, et parfois même journalistes, reprennent la loi de 2021 et disent qu'il y a une obligation à sortir les véhicules à telle date, etc. C'est faux. C'est conditionné par la mesure de la qualité. Tout ça est écrit dans la loi. Alors, quand c'est un journaliste, on pourrait se dire qu'il a peut-être mal lu la loi, mais enfin, il y en a beaucoup qui sont sérieux. Mais quand c'est un parlementaire qui a participé éventuellement au débat et qui reprend une partie de la loi pour la transformer, là, ça ne me va plus. Bon, je tenais à le dire au passage.
Et donc, il y a eu cet outil-là, il y a eu un plan sur le chauffage au bois. J'ai fait inscrire dans la loi climat résilience des mesures pour que d'ici à 2030, on baisse les émissions liées au chauffage au bois non performants. Parce que là aussi, il faut mettre de la nuance. Il n'y en a pas beaucoup d'engins performants, voilà. flammes vertes. Et en région parisienne, par exemple, comme en région lyonnaise, la première source à certaines particules fines, globalement dans l'année, je parle bien de la partie particules, ça dépend du polluant que vous regardez, c'est le chauffage au bois non performant. La partie véhicules à énergie fossile arrive juste derrière. Et je parle bien des véhicules à énergie fossile, je ne parlerai jamais de véhicules thermiques. Parce que je pense qu'utiliser le terme de véhicule thermique est une erreur. Donc, dans la loi de 2019, et la première ministre, donc la ministre des Transports de l'époque, Elisabeth Borne, avait été d'accord avec moi, j'ai fait voter la fin, d'ici à 2040, de la vente des véhicules à énergie fossile, et j'ai refusé qu'on écrive véhicules thermiques. Pourquoi ? À cause de l'hydrogène à cause des moteurs hydrogène qui sont sortis d'ailleurs 2 ans après, en 2021 à IFPEN, mais aussi des véhicules biogaz dont on reparlera dans quelques minutes. Si maintenant on fait le lien avec la qualité de l'air intérieur, donc c'est un sujet qu'on essaie de faire émerger, et c'est vrai que la crise Covid a peut-être permis de faire un zoom là-dessus. Maintenant, sur la qualité de l'air intérieur, aujourd'hui on n'a pas de législation, on n'a pas de réglementation très claire, etc. Finalement, c'est vrai que quand on regarde le bâtiment, la première chose à laquelle on pense, c'est isoler pour économiser l'énergie. Bon, l'efficacité, donc on est bien là dans le domaine de l'efficacité énergétique. Et cette efficacité énergétique, on la comprend. Mais c'est vrai qu'elle a un effet antagoniste potentiel. C'est qu'une meilleure isolation, eh bien, c'est un moins bon transfert de l'air entre l'intérieur et l'extérieur. Alors ça peut aussi empêcher d'avoir des polluants extérieurs qui rentrent, mais il faut aussi savoir que, évidemment, faire... Donc, se renouveler la qualité de l'air que l'on respire, c'est extrêmement important d'ailleurs. Dans notre jargon traditionnel, quand on travaille longuement sur un dossier donné à un moment donné, dans notre bureau, chez soi, moi à l'Assemblée nationale, ailleurs, etc., parfois on dit « Ah, j'ai besoin d'aller prendre l'air ». C'est pas pour rien qu'on dit ça. C'est une expression qui consiste à dire, finalement, j'ai besoin de respirer un autre air, parce qu'en fait, on a besoin de se réoxygéner un petit peu, et c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a une étude, je pense que vous l'avez vu, scientifique assez poussée, qui a montré que dans des écoles, un taux de CO2 trop important nuisait à la qualité des résultats scolaires. Cette somnolence que ça crée, etc. Et j'insiste moi sur ce sujet parce que je pense que quand on cherche à améliorer la qualité de l'air que l'on respire dans nos écoles, eh bien, on a une action à la fois sanitaire, sociale et scolaire. Alors, à la suite de votre proposition de loi, il y a enfin un règlement sur les écoles. Alors, sur les écoles, aujourd'hui, on sait qu'il faut donc s'attaquer, il faut avoir une amélioration de la qualité de l'air que l'on respire, etc., etc. Il faut déjà avoir du renouvellement d'air, comme on dit. Ce renouvellement d'air, on n'a pas 50 possibilités. Il y a des spécialistes dans la salle, ici. On le sait, il y a, évidemment, on peut ouvrir les fenêtres. On peut aussi avoir déjà une bonne VMC. Parce que ouvrir les fenêtres dans certains lieux, ça a du sens. Si c'est dans la campagne de mon Aveyron natal, pas de problème. Si c'est sur le plateau de Condrieu dans ma circonscription, pas de problème. On y respire globalement du bon air. Mais si on est dans un milieu urbain dense, où on est par exemple dans une rue canyon étroite, avec des grands immeubles, et qui concentre les polluants extérieurs, si on ouvre grandement les fenêtres, on va peut-être aussi faire rentrer pas mal de pollution. Et c'est là qu'interviennent à la fois les capteurs de CO2 pour pouvoir savoir à quel moment il faudrait ventiler, si on n'a pas une bonne, voilà. Et c'est là aussi que peuvent intervenir éventuellement les purificateurs. Il faudra en parler tranquillement. Ils n'ont pas la même fonction l'un par rapport à l'autre. Par contre, sur l'idée du renouvellement, on s'aperçoit encore une fois que pour les enfants, ça a du sens, parce que les enfants ont une sphère ORL plus sensible que les adultes donc, aux problématiques de qualité d'air. Et donc si on a des polluants qui sont concentrés dans une pièce liés parfois aux usages même de ce qu'il y a dans la pièce, je pense à ce qu'on peut utiliser quand on fait des ateliers collage et autres, etc., avec des enfants dans une classe maternelle, etc. On peut avoir des solvants, donc tout ça, ça peut concentrer, et ça, c'est pas très bon pour la santé, et c'est pas bon non plus pour l'éveil scolaire, puisqu'on sait que le non-renouvellement de la qualité de l'air fait que ça se traduit par... voilà, donc... Sur la qualité de l'air intérieur, on a un autre gros sujet de mon point de vue qu'il faudrait arriver à la fois à bien regarder et à bien réglementer éventuellement, c'est la qualité de l'air dans les enceintes ferroviaires souterraines.
Oui, le métro, par Le exemple. métro, par exemple. Voilà. À un moment donné, il faut qu'on arrive à y voir un peu plus clair sur Voilà, ce on sujet. supprimait, on disait la journée sans voiture parce qu'il y avait de la pollution et on envoyait les gens dans le métro où c'était pire. Voilà, donc du coup, il faut qu'on le regarde. Mais il y a les gens qui prennent le métro tous les jours, mais il y a aussi ceux qui y travaillent. N'oublions pas, il y a des gens qui passent des journées entières dans les... Voilà. Et donc, il faut aussi penser à ces gens-là. Et donc, moi, je crois que la qualité de l'air intérieur, ça doit devenir un sujet aussi important que la qualité de l'air extérieur. D'autant que ça a été très bien rappelé tout à l'heure, on y passe 80 à 90% de notre temps dans les milieux, dans les espaces clos. Et donc, on a beaucoup de choses à faire. En même temps, si je peux m'exprimer ainsi, c'est un sujet qui n'est pas simple, parce qu'il est multifactoriel. Et que, oui, il y a des phénomènes de contradiction entre les aspects rénovation d'un côté et les aspects donc rénovation thermique qui sont nécessaires pour l'efficacité énergétique et donc l'isolation renforcée qui peut nuire à la qualité de l'air intérieur. Ceci dit, pour moi, si je peux me permettre, après peut-être on va peut-être échanger, mais il y a deux. Alors, on a parlé des métros, etc. Mais pour moi, il y a vraiment, dans le domaine du bâtiment et du logement, il y a quand même deux lieux qu'il faudrait vraiment privilégier sur le travail à faire. Je pense à nos écoles. Déjà parce que, sauf si je me trompe, mais les gens qui sont dans la salle le préciseront, c'est 70 à 75% des salles de classe qui n'ont même pas une VMC aujourd'hui. On pourrait quand même arriver, parlons même pas du double flux, il faut déjà avoir le simple flux, déjà. Donc là, pour moi, il faut un plan de bataille là-dessus. J'avais transmis une note au président de la République et je sais que c'est un sujet qui a attiré son attention. Il en a même parlé à 2 reprises. Améliorer donc cette qualité de l'air, avoir une ventilation, etc. C'est vraiment un sujet. Et encore une fois, il y a aussi un effet social derrière parce que globalement, c'est souvent les écoles qui se retrouvent dans les quartiers les plus défavorisés, les quartiers urbains denses, paupérisés, etc., où on a encore plus de mauvaises conditions. Ouais, ils ont été brûlés, là, donc on peut les reconstruire, on va en profiter. Et il y a le deuxième sujet qui me paraît important. Oui, il y en a, je crois que dans les 5 ans qui viennent, il y a énormément de travaux qui sont prévus dans les communes pour les rénovations d'écoles énergétiques, etc. Et je pense qu'à travers le fonds vert ou les nouveaux fonds dont a parlé la Première ministre en son interview de ce week-end en disant qu'elle voulait rajouter encore sur la transition énergétique, j'espère qu'on pourra récupérer des financements pour la rénovation thermique en général et en particulier pour les écoles. Je pense qu'on pourrait imaginer très sérieusement un plan pluriannuel. On va pas faire croire aux Français qu'on va le faire en un claquant de doigts, c'est pas vrai. Mais peut-être un plan pluriannuel sur 4-5 ans pour accompagner les communes sur cette rénovation. Et je pense que l'État doit venir en soutien, c'est le sens de la note que j'ai écrite au président de la République, pour cette rénovation. Et un autre thème qui me paraît important pour moi, ce sont les lieux de vie des EHPAD et des maisons de retraite. Je pense qu'on a un travail à faire, parce que la crise du Covid nous a montré transmission des virus, etc., etc. Et je pense que dans ces lieux-là, peut-être qu'il faut l'aborder différemment, la qualité de l'air. Peut-être qu'il faut l'aborder sous l'aspect ventilation, c'est une chose, mais aussi sous l'aspect purification. Et donc là, peut-être que mettre des purificateurs, ça a du sens, à condition, là aussi, d'avoir des purificateurs de qualité. Ouais, c'est-à-dire qu'un purificateur, il peut absorber une molécule, la retenir, il peut aussi la dégrader. Quand il la dégrade, là, le chimiste que je suis se dit attention, quels sont les produits de la dégradation ? Exactement. Donc il faut montrer Les l'innocuité des produits de la métabolites. dégradation. À quoi c'est voilà. Et donc là, il faudrait une véritable réglementation, il faudrait un contrôle de tout ce qui y arrive sur le marché. Et donc moi, j'appelle les autorités de ce pays à mettre en place une véritable démarche et dans laquelle il y a un volet réglementation à construire, pas à faire n'importe quoi, mais à mettre en œuvre pour qu'on puisse mettre un cadre. Et dans la proposition de loi que je porte, et qui j'espère sera examinée cet automne, il y a une des mesures, c'est de dire que... Alors, moi j'aimerais qu'on aille jusqu'à faire du diagnostic de performance de la qualité de l'air intérieur des bâtiments, pas systématiquement, peut-être le faire dans des lieux là où il y a des plans de protection de l'atmosphère, où c'est particulièrement pollué, peut-être le faire aussi à l'occasion des ventes, à l'occasion des changements de locataires, etc. En tout cas, on peut trouver quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut le faire partout tout le temps, je ne suis pas idiot. Non, mais tous les établissements de santé, en fait, parce que Les vous parlez des établissements de EHPAD. santé, mais même les logements, les appartements, etc. Il faut peut-être lancer quelque chose. Et je pense aussi qu'il faut qu'on mette, en tout cas je mettrai dans le débat l'idée qu'il faut qu'on ait toute une réglementation autour de la qualité de l'air intérieur sur les histoires de purification, etc., etc. Et puis comme on le disait en aparté tout à l'heure, C'est quoi les histoires de mettre beaucoup de purification bon sens aussi. C'est quoi les histoires de purification? Alors, ce que je veux dire là, par les histoires de purification, c'est que, encore comme je l'évoquais un tout petit peu tout à l'heure, par exemple, moi je vais vous donner une expérience personnelle, je suis allé, ces 2 dernières années, comme je le fais chaque année, je vais
porte de Versailles, au Salon des maires. Et quand on va au Salon des maires, on est content de rencontrer les maires de notre circonscription, etc. C'est très bien. Ça, c'est le côté un peu sympathique et festif. Mais c'est intéressant aussi d'aller voir tous les exposants, ce qu'ils proposent dans les différents domaines. Et donc j'ai rencontré pas mal de personnes qui venaient exposer des purificateurs d'air, donc qui exposaient, qui disaient voilà, nous, si en gros ils étaient là en essayant de convaincre les maires d'installer ça chez eux. Alors moi je pose toujours des questions assez bêtes quand je vais voir ces gens-là. Je ne dis pas qui je suis, bien entendu, je ne dis pas que je connais un tout petit peu la science, mais je pose des questions. Je dis alors, ça marche comment votre il fonctionne comment? Comment vous piégez les molécules? Ah, ok, vous les piégez comme ça. Mais avec quel rendement, quelles conditions? Donc, des fois, quand un technico-commercial me parle, je m'aperçois que sur sa carte, il y a écrit technico-commercial. Je vois assez vite la partie commerciale, un peu moins la partie technico. Donc déjà, ça m'agace un peu. Et l'ancien directeur de faculté que j'étais, quand je négociais les poules, les appareillages pour mes étudiants, il m'arrivait parfois de m'agacer un tout petit peu parce que j'ai été directeur de fac, mais j'étais aussi un scientifique, donc je connaissais un petit peu les appareils que je voulais acheter pour les étudiants. Et donc on ne me la faisait pas tout de suite. Et après, je leur pose aussi la question, quand c'est de la purification, dans le sens que ça ne piège pas, mais que ça dégrade systématiquement, je leur dis, en quoi ça dégrade? Est-ce que vous pouvez m'expliquer le SARS-CoV-2, qu'est-ce qu'il devient quand il passe dans votre truc? Ils me disent, il disparaît, très bien. En fait, en réalité, moi je leur sors le principe de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ça veut dire que cette matière, elle est devenue autre chose. Moi, je veux savoir quoi, parce que je ne voudrais pas qu'il n'y ait plus de SARS-CoV-2, tant mieux. Mais si jamais ça devient un ensemble de molécules à la sortie, dont l'accumulation dans la pièce où vous avez été transformé engendre problème respiratoire majeur pour, par exemple, les personnes âgées si on est dans un EHPAD, il faut quand même regarder tout ça. Et donc, c'est en ce sens que je pense qu'il faut regarder, objectiver, et il faut qu'à un moment donné, la force publique soit en mesure de dire tel appareillage, bah oui, il faut y aller, on peut l'utiliser. Après, c'est une histoire de coûts financiers, etc. Mais celui-ci, peut-être qu'il n'est pas encore au point. Je pense, par exemple, il y a des choses avec les plasmas froids qui se font aujourd'hui, qui sont très très bien, parce qu'on arrive au niveau élémentaire, on dégrade donc les molécules au niveau élémentaire. Et à la fin, ça fait du CO2. Quoi, exact. Et donc, ça peut être très intéressant. Alors, merci beaucoup, c'est très intéressant. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, donc, si j'ai bien compris. Mais bon, alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a des capteurs CO2. Est-ce que le capteur CO2 est vraiment l'indicateur qui est juste et qui raconte un petit peu tout ce qui peut exister en plus du CO2, le benzène par exemple? Le capteur CO2, lui, déjà, finalement, il raconte la vie de la pièce, quoi, de la manière dont on y vit à l'intérieur, parce que puisque si on est nombreux, qu'on reste longtemps, ça peut être par exemple l'hémicycle de l'Assemblée nationale, parce qu'alors en plus d'avoir le CO2 qui augmente, mais il y a aussi les décibels à l'Assemblée nationale qui augmentent. Donc des fois, voilà, vous savez comment ça fonctionne. Bon bref, non mais plus sérieusement, si on reste longtemps dans une pièce, évidemment, puisqu'on émet, on rejette tous du CO2, il est évident qu'à un moment donné, la concentration de CO2 elle augmente. Et quand on sait que cette concentration de CO2 qui augmente, ça crée de la somnolence, voire ça permet, comment dirais-je, ça perturbe un petit peu notre réveil d'une manière générale. Il faut renouveler. Donc, oui, voilà. Mais est-ce que c'est un indicateur synthétique de tous les polluants, quoi? Non, ce n'est pas un indicateur de tous les polluants. Le CO2, c'est simplement l'indicateur d'un mauvais renouvellement de l'air. Et donc ce renouvellement, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de CO2 que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres polluants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas non plus. En revanche, c'est déjà une indication que l'air n'est pas suffisamment renouvelé. Et que donc, ne serait-ce que pour être, entre guillemets, un peu éveillé, il faut qu'il y ait ce renouvellement. En revanche, donc, en gros, c'est comme quand il y a un thermomètre dans une pièce. Bon, voilà, ça vous mesure la température. Donc on peut concevoir des systèmes de ventilation asservis au CO2. Ça pourrait être ça, et je pense d'ailleurs qu'il faut qu'on aille vers ça. À mon avis, il faut qu'on aille vers ça, parce que quand vous avez la température, quand vous mesurez la température, c'est pas pour autant que vous décidez ou de refroidir ou de chauffer. Par contre, si vous la servissez et que vous dites, voilà, moi je veux 20 degrés, et que c'est trop, ben évidemment, vous allez refroidir, ou si c'est trop bas, vous allez chauffer. Ok, là, du coup, il y a un lien direct. Mais si vous faites la mesure de CO2, rien que pour faire la mesure de CO2, bon, ce qu'il faut derrière, c'est qu'elle ait des conséquences. Alors, c'est pas inintéressant quand dans certaines écoles, on associe les enfants à la mesure. J'ai vu des capteurs de CO2 avec des systèmes de couleurs, etc. Je trouve pas ça idiot, parce que je trouve que si le professeur des écoles le fait de manière intelligente, etc., ben on peut en profiter pour expliquer aux enfants ce que ça veut dire et pourquoi, etc., etc. Et donc j'ai vu qu'il y avait des écoles qui avaient fait. J'avais notamment vu des choses dans
dans le 9e arrondissement de Paris il y a 2 ans, et que je trouvais très intéressant. Il y avait toute une démarche et donc pédagogique derrière, et je trouve ça pertinent d'essayer de rendre les gens acteurs de la consommation du bâtiment, si je peux m'exprimer ainsi, plutôt que de toujours être en position passive. Quand vous avez fait le rapport sur le Covid, vous avez trouvé une relation entre le Covid et la qualité de l'air? Alors, on a interrogé 2 choses. Et on a, bien entendu, on l'a fait à plusieurs moments, puisqu'il fallait avoir des connaissances sur le Covid, etc. Ce qu'on a voulu interroger, c'est le rapport qualité de l'air et Covid, à l'époque, avec l'OPEXT. On a voulu se poser 2 questions. Est-ce que, oui ou non, la pollution de l'air favorise le transport du Covid? Et est-ce que, oui ou non, la pollution de l'air joue un rôle sur la manière dont notre organisme résiste ou pas au Covid? Ce qui est certain, c'est que sur la question du transport, il n'y a pas de preuves comme quoi la pollution transporte ou pas bien, ou pas bien d'ailleurs, un virus. Il n'y a pas vraiment de... Voilà. En revanche, on a bien vu que la résistance de l'organisme à l'agression d'un virus était donc d'autant plus faible que cet organisme était lui-même donc agressé, entre guillemets, régulièrement par des teneurs en polluants qui étaient non négligeables. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle on s'aperçoit, et il y a beaucoup d'études qui l'ont montré au niveau international, que dans les milieux urbains denses où il y a des taux de pollution moyenne dans l'année qui sont assez élevés, eh bien, c'est aussi ces zones-là où il y a eu le plus de décès donc, liés au Covid. Et souvent, et là, les études scientifiques sont claires, on voit bien qu'il y a ce lien entre l'affaiblissement. D'un autre côté, on s'en doute un petit peu, la pollution qui agresse le système respiratoire offre une résistance moindre donc, à l'arrivée de différentes pathologies, de différents virus, et donc notamment le SARS-CoV-2. En revanche, sur l'histoire du transport, on est vraiment sur l'histoire de transport, on essaie très bien démontré à courte distance avec les histoires des gouttelettes, etc. Et donc, ce n'est pas lié directement à une augmentation de pollution. Donc, on a bien réussi à décorréler les deux. Vous pouvez lire le rapport que l'on a fait en détail avec l'OPEXT, et je pense que ce rapport, il y a un état des lieux assez clair, même si depuis, il y a des travaux de recherche complémentaires. D'ailleurs, peut-être ce rapport devra-t-il être complété par une mission d'évaluation complémentaire, peut-être l'année prochaine par exemple, ou dans 2 ans, de manière à voir s'il y a des nouveaux travaux qui viennent enrichir les connaissances qui sont nées dans les 2 ans qui ont suivi le Covid, parce qu'évidemment, le Covid, c'est comme tout, on a appris un petit peu en marchant comment ça se passait, et c'est peut-être bien de regarder à nouveau. Pourquoi? Parce que malheureusement, ce type de situation, j'espère me tromper, ça pourrait se renouveler. Donc peut-être qu'on pourra s'adapter. Alors je vais vous poser une première question qui est liée à Eden, parce que Eden, comme vous le savez très bien, regroupe un certain nombre de professionnels du bâtiment, des déplacements et aussi des appareillages. Et il nous semble quand même, à travers vos propos, qu'il n'y a pas véritablement aujourd'hui de conscience en France que c'est un des points à privilégier. Et donc, comment peut-on améliorer cette sensibilité vous avez parlé des feux, on voit bien qu'on se pose la question des voitures, on se pose pas la question de savoir s'il y a pollution des villes. Donc, est-ce qu'il y a un moyen pour sensibiliser notre population à ces sujets-là et agir avec un peu de cohérence pour tous les sujets qui sont liés au déplacement, mais surtout au bâtiment? Sincèrement, je pense qu'il faut vraiment faire beaucoup de pédagogie. Ça, on le dit dans beaucoup de domaines, etc. Pour moi, je pense qu'il faut expliquer dès le plus jeune âge les enjeux de tout ce que nous entoure. Et finalement, moi je vous prends, parce que ça me vient à l'esprit, une anecdote qui n'en est pas une. Il y a un peu plus d'1 an, je fais ça régulièrement depuis mon premier mandat, je vais dans des établissements scolaires expliquer ce qu'est la fonction de député. Je rassure, on ne leur parle pas de politique, on leur explique. Alors, je prends la loi comme la loi des mobilités pour leur expliquer ce que c'est qu'un parlementaire, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est qu'un amendement, qu'est-ce que c'est qu'une loi. J'essaye, alors je le fais avec des élèves de collège, parfois ce sont des lycéens, évidemment on adapte, et après ce sont au plus bas âge, entre guillemets, ce sont des CM2. On leur offre aussi d'ailleurs une petite BD de l'Assemblée nationale édite qui explique un petit peu, etc. Et une fois, voilà, c'est bien. Ouais. Et une fois,
une professeure des écoles m'a demandé, elle m'a contacté avant, elle savait que je faisais ça, elle m'a dit mais j'ai vu aussi que vous connaissiez bien les sujets environnementaux, etc. Elle suivait un petit peu mon actualité comme on dit, et elle m'a demandé si je pouvais leur expliquer un peu les enjeux, pollution de l'air, etc. En plus du reste. Donc en fait je suis resté une après-midi entière donc, dans cette école-là. C'était avec des CM2. Figurez-vous que j'étais assez épaté. Certes, ils avaient préparé avec la professeure des écoles les questions, mais j'étais assez épaté. Et donc, je suis parti de choses simples. J'ai pris une bouteille d'eau dans laquelle il y avait la moitié d'eau, l'autre moitié au-dessus, donc c'est de l'air. Et je leur ai demandé de me dire si la bouteille était pleine ou elle était vide. Et puis, partant de là, on a parlé de l'eau, on a parlé de l'air, etc. Parce qu'en fait, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'en fait, la prise de conscience qu'il y a l'air autour de nous, c'est pas quelque chose d'immédiat. Or, finalement, au fond, notre santé à nous, elle dépend de pas mal de choses. Elle dépend de notre code génétique, un peu, mais elle dépend aussi et surtout de ce qu'on mange, qu'on boit et de ce que l'on respire. Donc si vous vous intéressez à l'alimentation et à l'air que vous respirez, globalement, vous vous intéressez quand même à toutes vos interactions directes. Et la problématique de l'air, c'est que c'est tellement différent de la problématique de l'eau. L'eau, finalement, si vous arrivez chez vous et que vous ouvrez un robinet et que vous avez de l'eau avec une certaine couleur, vous êtes quand même un peu inquiet. Par contre, s'il y a des molécules à l'intérieur qui changent un tout petit peu les qualités organoleptiques, mais sans vraiment changer la nature chimique, vous pouvez boire à ça ou dire je ne savais pas que vous avez bu des PFAS ou des choses comme ça, etc. Et l'air, c'est encore pire, parce que finalement, l'air, on ne boit pas, machin, etc. Au Canada, ils le voient bien là, en ce moment-là. Voilà, et donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire pas mal de pédagogie. Alors moi, ce que j'ai fait, je vais vous expliquer tout à l'heure ce que j'ai fait. J'ai fait ça pendant 9 ans, avant d'être élu député, parce qu'on me l'avait demandé. Je l'ai fait dans le territoire qui est devenu celui dont je suis maintenant le député, et donc peut-être qu'à l'époque ça m'a finalement servi. Ce sont dans des fêtes de village, ça peut vous faire sourire, un village qui a commencé à faire une fête de développement durable et m'avait demandé de venir expliquer les enjeux sur lesquels je travaillais en tant qu'universitaire. C'était une personne qui venait d'être élue dans ce village-là, qui était quelqu'un avec qui je faisais du sport et qui m'a dit écoute, je sais que tu es compétent là-dedans, est-ce que tu veux bien venir? Je l'ai fait. C'était en 2008 à l'époque, la première fois. Et donc jusqu'à 2017 que je sois élu, je l'ai fait régulièrement, là où on me demandait. Je venais expliquer les enjeux, qualité de l'air, énergie renouvelable, enfin tout un tas de choses comme ça, grand public. J'ai eu parfois seulement 30 ou 40 personnes. Quand je l'ai fait dans mes établissements entre du soir avec des étudiants, on dit que les étudiants ne s'intéressent à rien. Moi j'ai eu jusqu'à 350 étudiants dans des conférences. Donc voilà. Et donc ça veut dire que c'est intéressant. Et donc on a discuté et débattu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait beaucoup de prise de conscience et essayer de donner de l'information. Je pense que on ne prend pas suffisamment le temps d'expliquer les enjeux. Et quand on explique, parce que vous savez, nos concitoyens qui ne connaissent pas ces sujets a priori, en fait, ils ne sont pas bêtes. Dès que vous leur avez expliqué, ils comprennent. Si vous prenez le temps de... Voilà, et ils comprennent que moi, quand je ne connais rien à un sujet, si on me l'explique, je vais comprendre. Donc voilà, parce qu'il faut que je prenne le temps, que je sois captivé par quelqu'un qui va me l'expliquer, et ça y est, c'est parti. En fait, ça, il faut le multiplier, il faut l'expliquer, parce que je crois qu'un commissaire européen, en 2013, avait dit, en parlant de la pollution de l'air, il faut rendre visible l'invisible. Alors c'est aussi ce que j'ai expliqué au Rassemblement national, à l'Assemblée nationale le 12 janvier dernier. Où je leur ai dit que j'espérais, dans la conclusion de mon discours à la tribune de l'Assemblée nationale, je me suis adressé au Rassemblement national leur disant que j'espérais rendre visible à leur conscience donc, ce que c'était que les problématiques de qualité d'air et de santé respiratoire. J'assume complètement mes propos, parce qu'à un moment donné, ça suffit de jouer avec la santé des gens dans la démagogie dans l'autre sens. Donc il faut expliquer. À partir du moment où vous expliquez, vos concitoyens ils comprennent qu'il va falloir agir un tout petit peu. Et donc à ce moment-là, ils sont plus enclins à se dire d'eux-mêmes, bon, c'est vrai que ce soit en termes de déplacement, que ce soit en termes de vie chez moi, etc., il faut peut-être que je change des choses. Et donc ils comprennent que, par exemple, on veuille aller vers des véhicules, non pas propres, parce que ça n'existe pas, mais moins polluants, en tout cas plus propres. Et donc ils comprennent que ça ne va pas être simple, que ça coûte cher, qu'il faut des aides, qu'il faut qu'on bouge les choses. Et c'est pour ça qu'on met des mesures. Si vous me dites que les mesures actuelles d'accompagnement sont insuffisantes, moi-même je le pense. Donc ce n'est pas un souci, il faut qu'on les renforce. Et donc moi je ne veux pas être trop optimiste, mais je pense sincèrement que ça passe par beaucoup d'explications. Certains appellent ça de la communication, moi j'appelle ça de l'explication. Et si on explique, beaucoup de nos concitoyens comprennent. Et on arrive à les amener sur ce chemin d'amélioration continue. Mais il reste beaucoup de choses à faire pour que la prise de conscience soit partagée sur ce sujet. Alors moi, j'ai une question quand même, c'est que parmi nos membres, nous voyons qu'il y a une crise du logement en ce moment, une difficulté. Et que les bâtisseurs se plaignent que les chantiers diminuent, les commandes diminuent, etc.
Et en même temps, il y a la réglementation, il y a les efforts, ça coûte plus cher, il faut des maisons mieux isolées, etc., etc. Comment on fait? Par quoi on commence? Alors vous avez dit les écoles et les EHPAD ou les établissements de santé de manière plus générale. Mais il y a les maisons anciennes, le parc ancien, il y a les maisons neuves. Comment on fait? Est-ce qu'on a des étapes sur lesquelles vous allez travailler pour nous dire ce qu'il faut faire? Vous avez dit tout à l'heure que la machinerie, l'outillage pour purifier l'air, il faut encore améliorer la situation. Tout ceci va prendre du temps. On commence comment? Mais vous savez mieux que moi que si on s'intéresse d'abord au parc mobilier neuf, comme c'est en gros 1% par an, si on joue que sur ça, il va falloir tellement de temps que bon, voilà. Alors qu'on améliore au niveau des constructions neuves et qu'on utilise des matériaux moins émissifs, etc., ben, évidemment, tant mieux. Mais je pense quand même que là où il faut mettre le paquet, si je peux m'exprimer ainsi, c'est sur la rénovation. Et quand on fait de la rénovation pour le côté, parce que quand même, on peut faire la rénovation, finalement, il n'y a rien de plus vertueux que la rénovation. Puisqu'on fait donc de l'efficacité énergétique. Donc, quelque part, d'un point de vue énergie, on peut contribuer globalement à réduire la facture CO2. J'appelle ça comme ça. On peut réduire la facture énergie de celui ou celle qui habite à l'intérieur. Le problème, c'est comment on finance les travaux. Je vais y venir, bien entendu. Et on peut améliorer donc son confort de vie dans le bâtiment. Parce qu'au fond, il faut qu'on joue sur tous les paramètres pour améliorer la qualité de vie dans un bâtiment. Je crois que c'est quand même ça. Je parlais tout à l'heure plus particulièrement des écoles et des personnes âgées, parce que je trouve que c'est quand même des lieux où on est en plus en situation de vulnérabilité en termes de santé respiratoire, et donc il faut y accorder une importance première. Mais ensuite, il faut le faire d'une manière générale, y compris dans le tertiaire, etc. Et donc, je pense que sur le volet rénovation, à l'occasion de la rénovation énergétique, je pense qu'il faut systématiquement se poser la question de la qualité de l'air intérieur. Et pour moi, ça devrait être une obligation. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas faire qu'une rénovation énergétique, on devrait parler d'une rénovation. Alors, je ne sais pas, il faut trouver un terme sûrement, moi je ne suis pas un spécialiste de la communication, mais un terme qui montre bien qu'on on s'intéresse à la rénovation thermique, plus la qualité de l'air intérieur qu'il y a. Donc c'est la ventilation évidemment, mais ça va même au-delà, essayer d'avoir un véritable diagnostic sur ce qui dépend du bâtiment. Et ensuite, ne pas déresponsabiliser les gens et leur expliquer aussi qu'il y a leur mode de vie à l'intérieur. Parce que leur mode de vie à l'intérieur, si vous faites une super isolation, mais que vous passez votre temps à fumer, à faire ci, à faire ça, à utiliser des produits, enfin bon bref, évidemment ça c'est ce qui dépend voilà. Mais ça dépend aussi de la formation, de la compréhension des sujets. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment... Alors j'ai essayé de le faire à travers certains textes, je pense qu'il va falloir le faire à nouveau. Il faut vraiment que vous, les professionnels qui êtes intéressés par ces sujets aussi, vous ayez des actions de sensibilisation et de communication très fortes en direction des parlementaires. Alors, tous les parlementaires dits modérés qui sont intéressés par ces sujets, pas ceux qui vont en faire une tribune politique, ça ne sert à rien. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais je pense que c'est du temps perdu. Et donc, du coup, faire en sorte que l'on puisse accompagner la question de la rénovation de systématiquement la prise en compte de la qualité de l'air intérieur. Ça me paraît fondamental. Vous évoquez, monsieur le député, la possibilité d'agir par voie législative ou réglementaire. Bon, très bien, mais est-ce que vous pensez que les connaissances des phénomènes sont suffisantes? Parce que finalement, c'est une histoire de seuil pour différents produits, de temps de durée d'exposition. Est-ce qu'on a réellement des critères qui soient valables? Par exemple, on dit pour le CO2, il ne faut pas dépasser 1000 ppm. Pourquoi 1000? Bon, c'est très vite atteint. Première question. Et deuxième question, est-ce que vous pensez que sur ces problèmes-là, on peut légiférer au niveau français, parce que la santé du Bulgare, elle n'est pas très différente de la santé du Français, et les purificateurs, ils circulent partout en Europe. Alors, est-ce que ça a du sens de développer une réglementation franco-française? Aujourd'hui, il y a la directive européenne qui est en train d'être rediscutée sur les problématiques de qualité d'air extérieur. Et encore une fois, moi je pense qu'il ne faut pas que la qualité de l'air intérieur soit systématiquement oubliée. Parce qu'au passage, si on l'oublie, c'est parce qu'on a eu pendant longtemps le sentiment qu'à partir du moment où on est enfermé chez soi, on est à l'abri de ce qu'il y a à l'extérieur. Alors ça peut être
vrai sur le plan de la sécurité peut-être, mais ouais, je faisais référence à ce qui s'est passé ces derniers jours dans notre pays, mais ça ne l'est pas sur l'histoire de la qualité de l'air, parce que la qualité de l'air, c'est pas, encore une fois, comme on vient de le dire, c'est pas parce qu'on est enfermé dans une pièce que ça veut dire qu'on va respirer un air de bonne qualité. Et donc la directive européenne sur la qualité de l'air extérieur, ça avance, etc. Il y a l'OMS qui donne des recommandations, mais c'est vrai que sur l'air intérieur, c'est pas suffisamment important. C'est pas suffisamment important, et notamment, on sait qu'il y a des millions de morts chaque année dans le monde liés à une dégradation de la qualité de l'air. Et quand vous regardez les chiffres de près, il y en a pas mal, c'est lié au mode de cuisson qu'ils utilisent, les modes, voilà, dans certaines. Et ça, des fois, ça se passe en air intérieur, malheureusement. Et donc, ça, voilà. Là où je suis, je comprends le sens de votre question. Ça veut dire que l'idée, c'est de se dire, bon, ne soyons pas plus, voilà, ne cherchons pas nécessairement à nous démarquer. Seulement au niveau européen, j'ai l'impression quand même que sur ce sujet-là, on n'en va pas très très loin et très très vite. Et donc, on a une approche qui est moins dynamique que sur la qualité de l'air extérieur. Donc, probablement qu'avoir une approche européenne serait intéressant. Mais rien n'empêche d'avancer de notre côté, parce que si à un moment donné, on s'aperçoit qu'au niveau de l'Europe, ça ne va pas assez vite, et que nous, on avance de notre côté, le jour où ça va sur la table au niveau de l'Europe, en revanche, il faut être présent. Il n'y a rien de pire dans une discussion européenne que d'être absent en tant que pays, et après de se dire, ben, les autres ont travaillé dans leur coin, et ce qu'ils ont proposé, ce n'est pas adaptable à notre pays. Ben oui, si vous n'avez pas le meilleur moyen de ne pas être entendu, c'est de pratiquer la politique de la chaise vide. Donc, il faut toujours être là dans les réunions pour les 10% du temps de réunion qui comptent. Il n'y a que 10% qui comptent, mais il faut y être. Et donc, du coup, je pense qu'il faudrait une approche européenne, c'est vrai, mais pourquoi pas une approche européenne qui se base aussi sur... si jamais on était en avance sur les autres pays, ben pourquoi pas après tout. Mais ça, il faut qu'il y ait une prise de conscience assez forte. Le nouveau Conseil national de l'air, dans lequel certains ici sont rentrés, je les en félicite, qui est piloté maintenant par une de mes collègues, parce que moi, maintenant, je pilote le Conseil supérieur de l'énergie, on ne peut pas cumuler les mandats. Hein. Tout ça, c'est du bénévolat, donc il faut le faire sérieusement. Mais je garde un œil, rassurez-vous, sur ces sujets, ne vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas, ou inquiétez-vous, je ne sais pas. Mais le nouveau Conseil national de l'air, je pense, aura du pain sur la planche, et je pense qu'il faut... On a, sincèrement, dans ces dernières années, je pense objectivement, pas mal bossé sur la qualité de l'air extérieur. À mon avis, pas assez sur l'air intérieur. Peut-être que maintenant, il est temps de mettre, si je peux m'exprimer ainsi, le paquet sur la problématique de l'air intérieur. Pas compris, la PPL, vous allez la déposer en octobre prochain. Alors, écoutez, je dois finaliser ceci avec mon groupe politique ou avec la majorité présidentielle, etc. Je ne veux pas qui la signera. Voilà. Donc, mon objectif, c'est de la déposer pour l'automne. Ouais. Mais là, comme en ce moment, j'étais beaucoup sur les sujets que je vais présenter cet après-midi sur la sûreté nucléaire, etc. J'ai un petit peu délaissé ces quelques dernières semaines l'avancée de ces travaux, mais c'est en train d'être finalisé, notamment avec le ministère du Travail, parce que je travaille avec le gouvernement sur des propositions par rapport aussi à la limitation de l'exposition, et donc notamment à la problématique des chantiers quand il y a des pics de pollution, etc. Je voudrais qu'on fasse rentrer dans les régimes d'intempéries donc les problématiques d'arrêt de chantier, parce que je crois qu'il y a des entreprises qui sont pénalisées, et puis je pense aussi aux employés de ces entreprises, figurez-vous. Parce que les employés qui sont sur des chantiers, où il y a des pics de pollution, où eux, leur chantier peut émettre des polluants supplémentaires, etc., ces gens-là, ils sont doublement exposés. Donc, à un moment donné, on est aussi là pour penser au bien-être de nos concitoyens. Voilà. Et donc, du coup, il peut y avoir aussi des pénalisations économiques pour les entreprises. Et donc, vous voyez, il y a ce genre de choses que je suis en train de regarder. Je voudrais aussi qu'on se pose la question du télétravail à développer en priorité quand il y a des pics de pollution, etc. Évidemment, le critériser, c'est-à-dire faire en sorte que se soit proportionnel donc, à la sévérité de l'épisode de pollution, où il y a des choses comme ça. Il faut qu'on rentre dans des solutions intelligentes. Et donc, tout ça, j'aimerais que la loi donne un peu une orientation, pousse un peu. Et donc, j'aimerais bien, j'espère pouvoir faire avancer ce texte cet automne, pour rêver à une mise en œuvre en 2024. On est quand même aujourd'hui dans une sobriété énergétique des bâtiments. Est-ce qu'il n'y aura pas un impact sur la consommation d'énergie des bâtiments en surappareillant finalement les... Et troisième question rapide, la climatisation dans le panorama général, qu'est-ce que vous en pensez alors en tant que technicien de la climatisation, qui aussi est vendue comme étant un outillage qui comment dire. Alors moi, j'ai pas d'avis technique très poussé parce que je me permettrai pas, mais je crois qu'il faut.
la sobriété énergétique, elle s'applique à tous et à toutes. Donc, on le sait, on est dans une période où on doit faire attention. On ne va pas se raconter d'histoire, on doit tous faire attention à notre consommation. Donc, aujourd'hui, moi, je suis ravi qu'il y ait un plan de sobriété pour cet été. Je sais que ça a fait sourire certains, mais je pense qu'il y a pas mal... Alors, moi, en discutant avec mes concitoyens, au passage, je m'aperçois qu'il y a pas mal de nos concitoyens qui sont prêts à faire des efforts et qui en font déjà. Donc ça, c'est le côté... Il faut aussi être optimiste. Après, moi, je ne suis pas certain que la prise en compte de ces sujets, qui a un coût énergétique avec tous les appareillages, etc., je pense que globalement, si on a un bâtiment qui est mieux isolé, vous gagnez en consommation, etc. Mais si ce bâtiment, vous mettez en place toute une stratégie pour améliorer la qualité de l'air que vous respirez, il faut regarder les choses de manière globale. Je ne suis pas certain que d'un point de vue du coût énergétique, ce soit si important que ça. Il me semble même qu'on m'a expliqué qu'on pouvait économiser de l'énergie avec les systèmes de ventilation, etc. Et puis je vais vous dire autre chose. Chaque année, il y a 3 milliards de dépenses à la sécurité sociale, dépenses directes, pour des problématiques de santé respiratoire dans ce pays. Rien que ça. Et après, il y a une étude du Sénat de 2015 qui montre que de manière directe ou indirecte, la pollution de l'air, globalement dans le pays, avec les arrêts de travail, etc., de manière globale, ça représente près de 100 milliards d'euros par an. Et puis il y a des énergies décarbonées et d'autres qui sont carbonées. Voilà. Et donc je pense que... Voilà. Les 2 décrets tertiaires publiés en fin d'année passée sur la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments publics et les écoles nous sont parus plutôt indolores compte tenu de leur rédaction. Indolores parce que le fait de réaliser des mesures à l'instant T dans des conditions qui pourraient être très favorables à une bonne QAI ne reflète pas forcément la réalité du long terme. Alors les professionnels que nous sommes attendons plus de contraintes car on sait que dans le bâtiment, les choses bougent quand il y a des contraintes réglementaires, alors que des solutions techniques existent, vous en avez évoqué tout à l'heure, y compris le monitoring de la QAI à distance pour des budgets très modestes. Ma question, et j'en ai qu'une, c'est de nouveaux textes seraient-ils en préparation ? Ce qui est certain, c'est qu'en vous écoutant, je me disais il faut impérativement qu'il y ait une stratégie à ce niveau-là, et notamment au niveau du ministère du Logement. Et ça, je pense que c'est là où ça se joue. Et aujourd'hui, à ce stade, je n'ai pas le sentiment que c'est une priorité donc, de la politique conduite par le ministère du Logement. Il y a peut-être d'autres problématiques. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut conduire. Il faut le conduire en parallèle avec les questions de santé. Et moi, je crois qu'il faut sensibiliser le gouvernement là-dessus, à travers le Conseil national de l'air, à travers les parlementaires. Mais je suis d'accord avec vous que peut-être que ça ne demanderait pas grand-chose que d'avancer clairement sur le sujet. On a, il faut se le dire, au niveau du logement et du bâtiment aujourd'hui de manière générale, on pense surtout aux énergies. Ce qui est important. Et pas assez la flotte et même l'eau. Il faudrait aussi qu'on pense à l'eau. Voilà, il faut qu'on pense à la problématique de l'eau et de l'air. Je suis assez d'accord avec votre président. Et c'est des sujets qu'il faut porter. Peut-être devriez-vous être aussi, faire plus de démarches en direction à la fois des parlementaires et du gouvernement sur ce sujet. Et je pense que, y compris interpeller Madame la Première ministre sur le sujet, je ne pense pas qu'elle y soit insensible. Et puis en plus, on a la chance d'avoir une Première ministre qui a une grande culture scientifique, donc elle comprendra très vite les sujets. Alors, c'est bien noté. Donc aujourd'hui, pour revenir sur le sujet de la ventilation, pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure sur le bâtiment neuf, effectivement, il y a eu une avancée majeure sur les bâtiments neufs dans le logement avec la RE 2020 qui a permis d'améliorer les mesures de contrôle des systèmes de ventilation. On aurait souhaité que ça aille encore un petit peu plus loin, mais déjà c'est une avancée. Ça a été dit tout à l'heure, effectivement, en tertiaire, on aimerait aller aussi un peu plus loin au niveau des textes et ne pas mettre de manière générale en confrontation, ça a été dit tout à l'heure, mais entre la consommation énergétique et en fait la bonne QAI du bâtiment. D'ailleurs, nous, souvent à l'AEV, on dit pas de rénovation sans ventilation. Voilà, et ne pas confondre ventiler, renouvellement d'air d'un bâtiment, aérer, c'est pas la même chose. Et puis le sujet des épurateurs, je pense que ça a été suffisamment bien décrit de manière très précise par le député Fugit pour que je revienne dessus. Mais nous, notre volonté à l'Association française de ventilation, c'est vraiment redonner les lettres de noblesse au système de ventilation dans les bâtiments. On se ravit d'ailleurs de ce plan pour les établissements scolaires. Donc, député Fugit, qui a été notre parrain de notre association, qui a largement participé et collaboré au développement de cette association dès le départ pour avoir l'ensemble des experts pour répondre aujourd'hui aux attentes. Et on voit qu'elles sont nombreuses parce qu'il y a des vraies questions.
Donc je remercie Eden encore une fois d'avoir ce type d'atelier. Mais maintenant, il faut qu'on avance. Donc étant nouveau membre effectivement du Conseil national de l'air, j'espère pouvoir apporter toute l'expertise de notre filière pour qu'on puisse avancer rapidement sur ces sujets-là et améliorer la qualité d'air sur l'ensemble des bâtiments, que ce soit le logement, les établissements scolaires. Les établissements scolaires, rapidement, on est un peu déçus parce que, effectivement, grand plan de rénovation d'établissements scolaires, on a des fonds pour à peu près 10 000 établissements, il y en a 40 000 à rénover, donc on est encore loin du compte, mais bon, c'est là aussi une première strate. Donc effectivement, la solution pluriannuelle, elle est plutôt la bonne option, me semble-t-il, mais il ne faudrait pas que le sujet ventilation, une fois de plus, soit noyauté, si je puis dire, dans la rénovation des établissements scolaires, mais bien des budgets bien identifiés, bien spécifiques, selon les attentes de rénovation. Et puis pour les EHPAD, bien évidemment, également. Merci. Juste une question sur le diagnostic de performance énergétique. Alors, il a été révisé il n'y a pas très longtemps, mais on a un vrai problème dans ce diagnostic de performance énergétique à double titre. Le premier, c'est que finalement, pour les équipements du bâtiment, on ne fait pas une évaluation de leur fonctionnement. Donc on demande aux techniciens de faire des recommandations de travaux à l'issue du DPE, mais on n'a pas évalué le fonctionnement des systèmes, entre autres de ventilation, alors qu'on fait une évaluation de l'état de l'isolation. Et donc ça, c'est un petit peu dommageable, parce qu'aujourd'hui, on a des moyens très simples d'évaluer le fonctionnement du système de ventilation pour pouvoir faire des recommandations qui vont dans le bon sens. Et l'autre chose, c'est sur la méthode de calcul. Sur la méthode de calcul, on a eu, dans la dernière version du DPE, un revirement sur les pertes thermiques qui sont induites par le renouvellement d'air par ouverture des fenêtres. Et on a mis ce niveau-là au même niveau que la ventilation. Et donc, en faisant ça, on coupe toute initiative thermique et bénéfice thermique de mettre en œuvre des systèmes de ventilation. Et ce niveau qui a été pris, il est complètement en désaccord par rapport aux dernières évaluations qui ont été, ou les derniers chiffres qui ont été pris dans les réglementations plus récentes. Donc on ne comprend pas très bien, mais on se prive vraiment d'un moyen, ça a été dit tout à l'heure, de réduire, et vous l'avez souligné, monsieur le député, de réduire la consommation énergétique des bâtiments, parce que quand on regarde les fiches C2E, on arrive à réduire la consommation d'énergie grâce à un système de ventilation entre 15 et 26% par rapport à un bâtiment qui ne serait pas équipé de système de ventilation et qui renouvellerait l'air par les fenêtres. Donc ça, c'est vraiment dommageable et on a vraiment besoin de revenir là-dessus parce qu'il y a tout le pan thermique là qui est oublié dans ce domaine. Merci. Je peux dire que sur le DPE, il y a beaucoup de choses à revoir. Donc, de toute manière, c'est un processus évolutif. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses après l'expérience. Moi, est-ce qu'on peut revenir au gaz ? Ça sera la dernière question, parce que monsieur le député a des impératifs horaires. Parce que vous avez parlé de la cuisson, vous avez parlé... Alors, le barbecue, bien entendu, il ne faut pas le faire à l'intérieur des maisons, on le sait bien, surtout si c'est des sardines. Mais alors, dites-moi, le gaz, quand même, parce que c'est une énergie magnifique, souple, flexible, c'est mieux que le charbon, tout ce qu'on veut, mais quand même, la combustion du gaz, c'est quand même très polluant. Et c'est quand même du benzène, c'est du formaldéhyde, c'est des oxydes d'azote. Et finalement, en France, ça n'a jamais percuté vraiment cette histoire-là. En revanche, dans des autres pays, aux États-Unis ou ailleurs, c'est vraiment le gaz est sur la sellette. La cuisson au gaz est sur la sellette. Vous faites bien de faire la différence entre, à mon avis, la cuisson et le gaz. Parce que, bon, en effet, sur la cuisson au gaz, j'ai quand même l'impression que ça ne progresse pas. Je pense qu'on a plutôt tendance à le réduire. Mais vous avez raison que sur la cuisson, il y a des études qui sortent et qui montrent que, etc. Après, attention, le gaz, évidemment, d'origine fossile, c'est un véritable sujet par rapport au CO2, etc. Moi, je suis par contre favorable à ce qu'on soit très vigilant par rapport au biogaz. Et le biogaz, aujourd'hui, c'est aussi une production intéressante en mode agricole pour valoriser nos biodéchets, etc. Bon, vous connaissez tous les arguments. Il y en a un certain nombre. Il ne faut pas les négliger. Ça peut être intéressant d'un point de vue territorial. Moi, j'ai rencontré à Expo Biogaz cette année un président de la Chambre d'agriculture en Alsace qui m'a montré la carte d'une partie de l'Alsace, partie sud de l'Alsace, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, le pays de Saule, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, excusez-moi, j'ai trop de mémoire. Et en gros, on a sauvé dans cette partie du territoire, on a sauvé les éleveurs laitiers, parce qu'à côté de ça, ils se sont associés à plusieurs sur de la méthanisation, de déjection agricole, etc., etc. Donc je le dis parce que ça, c'est du concret. Et nos agriculteurs
ce sont ceux qui nous donnent à manger. Faut de temps en temps, on peut remettre l'église au milieu du village, si je peux m'exprimer ainsi. Je ne sais pas si un parlementaire a le droit de dire ça. Mais enfin, bon, bref. Donc, c'est pas grave, je vous l'ai dit. Et du coup, je pense que sur le biogaz, à partir du moment où on fait une analyse en cycle de vie, on est neutre sur l'histoire du CO2, il reste le problème de la combustion. Ceci dit, sur le problème de la combustion, on n'a pas les mêmes émissions que quand on fait la combustion d'un litre de gasoil ou d'essence sans plomb. C'est quand même pas la même chose. On n'a pas le même impact. Ce n'est pas les mêmes molécules, il n'y a pas la même quantité. Donc on n'a pas la même problématique sur les particules, etc. etc. Donc, on a du benzène. Le benzène, c'est pas bon. Exactement. Le benzène, toluène et le xylène, qui sont les cousins du benzène, dans ce qu'on appelle les BTX, qui sont toute une famille, là, émis par l'essence sans plomb aussi. Cette essence sans plomb, c'est un nom merveilleux. On vous dit sans plomb, on oublie de dire avec tout le reste. Mais bah oui. Mais donc du coup, je pense que ce que vous dites là, c'est un sujet important en matière de qualité d'air intérieur. Ensuite, je ne voudrais pas qu'on montre du doigt le biogaz et ses qualités qu'il peut avoir donc, pour contribuer donc, globalement à la transition énergétique. Parce qu'en termes de transition énergétique, en tant que président du Conseil supérieur de l'énergie, jamais je n'opposerai les molécules aux électrons. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut des molécules. Exactement. Hydrogène, biogaz, etc. Ça s'additionne avec le nucléaire. Notre objectif, c'est la sortie des énergies fossiles. Et donc tout le reste, on l'additionne. On doit additionner les solutions. Parce que si on n'additionne pas les solutions, on ne va pas s'en sortir. Il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, en revanche, que certaines solutions ne soient pas adaptées à certaines situations, là, je suis d'accord que sur le volet cuisson, il ne faut pas nier qu'il y a un sujet. Il y a un sujet, là, vraiment de qualité d'air intérieur. Mais encore une fois, ça va dépendre de comment vous vivez à l'intérieur de ce bâtiment, de ce logement. Parce qu'encore une fois, si vous ne renouvelez pas l'air, etc., etc. Et donc, moi, je pense quand même qu'en matière de qualité d'air intérieur, la priorité des priorités, ce n'est pas parce qu'il y a l'AFV qui est dans la salle, c'est vraiment le renouvellement, c'est la ventilation, ça me paraît fondamental. Vraiment, quand on est en milieu rural, peut-être que c'est plus facile d'ouvrir, d'aérer, etc. Mais encore une fois, dans les milieux urbains, urbains denses, etc., il faut vraiment un air de qualité, que ce soit dans le tertiaire ou que ce soit chez soi. Et pour avoir un air de qualité, il faut vraiment que la ventilation, ce soit une priorité. Et moi, j'aimerais bien vraiment que... on arrive à plus à en parler, parce que là où je rejoins un certain nombre d'interlocuteurs qui sont intervenus, c'est que quand on discute de ces sujets d'un point de vue strictement politique, avec les parlementaires ou ministères, etc., on voit bien quand même que ces sujets ventilation, ils sont toujours après les problématiques de rénovation, etc. Et il faut qu'on arrive à les monter au même niveau. Et ça, c'est un véritable combat. Et il ne faut pas lâcher, parce que si on lâche là-dessus, on fera encore au moins. Donc c'est une condition nécessaire, pas suffisante, que de continuer le combat, essayer de sensibiliser beaucoup de parlementaires sur le sujet. D'accord. Je pense que nous arrivons au terme de ce débat. Je connais une commune qui fait du biogaz avec des crottes d'éléphant. Ah oui, je pense que c'est le maire de Thoiry qui nous Par exemple. ça. Excellent. Alors ceci dit, moi je vais lui lancer au maire de Thoiry que je n'ai encore jamais vu, je ne me suis jamais rendu à la commune de Thoiry. Donc j'espère. Vous êtes invité, monsieur. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de faire une réunion. On fera un atelier débat à Thoiry sur ce sujet. En tout cas, merci beaucoup et je vais passer la parole à notre président pour conclure. Enfin, pour conclure, d'abord, c'est pour vous remercier aussi, monsieur le député, remercier aussi les professionnels et tous ceux qui sont ici et qui ont posé des questions. Alors d'abord, restons en contact, c'est extrêmement intéressant, on est ravis de vous voir là, travaillons ensemble, voyons comment nous pouvons promouvoir la ventilation. Je ne fais pas la confusion entre l'aération et la ventilation, mais j'ai toujours considéré qu'ouvrir les fenêtres, c'était une liberté fondamentale, le droit d'ouvrir les fenêtres. Parce que si vous voulez, c'est juste un truc en plus de la ventilation, si vous voulez. Hein. Voilà. En tous les cas, merci encore. C'est très passionnant. Nous sommes heureux de rencontrer un parlementaire aussi pointu sur ces questions qui sont pour nous extrêmement importantes. Donc, j'allais dire quasiment un collègue. Et donc, ça nous fait très plaisir. Bon courage et nous continuons à travailler ensemble.